Radio Flamme. Elle est là, la charmante Carole. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est important, qui concerne l'un des 3 troubles du comportement du chien. Il s'agit de l'anxiété de séparation. Alors l'anxiété de séparation, c'est donc un trouble qui se crée, se développe, notamment à cause du maître et des mauvais comportements que l'on peut avoir avec son chien. Alors évidemment, tout ça se fait sans aucune mauvaise intention de la part du maître, bien entendu, mais simplement par une mauvaise connaissance de ce dont a besoin le chien et de ce dont il comprend à travers ce qu'on peut lui communiquer. Donc voilà, c'est important, je voulais vous sensibiliser aujourd'hui à ce sujet. Alors on est dans cette fameuse image d'Épinal où le maître ou la maîtresse bêtifie avec son chien au moment de partir. Kiki, je reviens tout de suite. Maman, elle va partir faire les courses et revient tout à l'heure. C'est ça. Exactement. Tu vois bien de ce dont il s'agit. Ça, c'est ce qu'on appelle des renforcements involontaires. Et par cette attitude-là, malheureusement, on crée de l'anxiété chez le chien et on développe chez lui un mal-être. Donc voilà, je vais développer un petit peu tout ça. Donc il faut déjà se souvenir que le chien, c'est un animal social et sociable. Ça, on l'a déjà vu sur une précédente chronique. Et donc, en tant qu'animal sociable, il est attaché à un groupe. Et évidemment, dans la famille, il est attaché à son groupe famille. Donc ça, c'est important à avoir en tête parce que plus on va renforcer cette sociabilité, donc cet attachement avec le groupe famille, et plus il risque de développer un trouble du comportement tel que l'anxiété. Donc oui, c'est un animal sociable. Oui, évidemment, il a besoin de contact avec ses maîtres, d'interaction avec ses maîtres. Il a besoin d'obéissance, il a besoin de discipline, il a besoin d'affection, mais il a aussi besoin de détachement. Voilà, pour ne pas vivre à travers son maître. Mais tu sais que quelque part dans ce que tu dis, moi j'entrevois aussi le fait qu'il faudrait aussi éduquer les maîtres et les soigner aussi, parce que c'est eux qui ont un trouble du comportement. Alors effectivement, quand on a affaire à un trouble du comportement tel que l'anxiété de séparation chez le chien, bien souvent on a cette anxiété de séparation chez le maître. Voilà, c'est vraiment un hyper-attachement entre les deux, mais bien souvent du fait du maître, mais non pas du fait de l'animal, du fait du chien, puisque lui naturellement il n'est pas hyper attaché, il est attaché, mais voilà, avec toutes les distances qu'il sait mettre, mais c'est le maître qui par ses comportements va développer ce trouble-là. Donc l'anxiété de séparation, c'est un trouble qui est lié, donc, je l'ai dit, à l'attachement, voire l'hyperattachement. Alors, il faut faire attention, l'attachement ou l'hyperattachement ne conduit pas toujours à l'anxiété de séparation. Selon les races, selon le caractère du chien, évidemment, les réactions vont être différentes, parce que le chien, naturellement, soit par sa race, sa génétique, soit par son caractère, son tempérament, naturellement, va savoir se tenir un peu à distance de son maître, mais chez certains autres individus, l'hyperattachement peut conduire à l'anxiété de séparation. Donc déjà, ce que je voulais vous rappeler, c'est que dans la phase naturelle, c'est-à-dire de la naissance jusqu'aux 8 semaines, du chiot. Socialisation. Voilà. Il y a une phase d'attachement qui se fait naturellement avec la maman, entre 0 et 5 semaines, tout simplement pour que le chien puisse se nourrir, puisse dormir, puisse se réchauffer. Là, il a besoin de sa mère pour tout ça. Mais rappelez-vous, à la 5e semaine, c'est la mère qui commence à détacher son petit de façon à lui permettre de vivre sans elle, et à être autonome, et à être équilibré, et à pouvoir avoir des relations avec ses congénères, des relations tout à fait normales. Donc à l'état naturel, il y a phase d'attachement, il y a phase de détachement, ça se fait naturellement. Nous, quand on adopte le chiot, on recrée une phase d'attachement au départ, évidemment, parce qu'on fait des câlins à son chiot, on lui parle, on passe du temps avec lui, c'est une petite boule de poil, c'est nouveau, il a besoin aussi, lui, de prendre connaissance de la famille, de prendre ses repères au sein du foyer, donc tout ça c'est normal, il y a une phase d'attachement qui va se recréer, mais il va falloir aussi que le maître mettre en place la phase de détachement. Et ça, à mon avis, on le fait beaucoup moins bien que les chiens. Et voilà. Et ça, c'est là où le bas blesse. Et parfois, cette phase de détachement, elle n'est pas correctement faite ou elle n'est pas faite du tout. Et c'est là où, malheureusement, le chien peut développer ce trouble du comportement. Donc, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, quand le chien arrive, on lui porte de l'attention à travers 3 éléments essentiels. Le regard. On regarde le chien de façon assez répétée. On lui parle, donc la parole. Et puis on le caresse, on le touche. Donc ces 3 éléments, le regard, le toucher et la parole, ce sont vraiment 3 éléments qui vont contribuer à développer l'attachement, l'hyperattachement. Il faut savoir que en général,
Ce qu'on préconise, c'est que sur 100% du temps, il faudrait 30% d'interaction avec le maître et 70% de temps où le chien est plutôt indépendant. Ah oui, c'est quand même énorme. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Oui. C'est une proportion qu'on n'a pas forcément en tête. Mais voilà, pour essayer d'avoir un chien qui ne développe pas ce trouble du comportement, il faut arriver à respecter grosso modo cette proportion. Inutile de parler constamment à son chien, d'alimenter tout au long de la journée les relations avec son chien. Alors je dis pas qu'il faut pas passer de temps avec son chien, soyons bien clair. Il faut aussi que le chien se sente ait sa place au sein de la famille, se sente intégré à la famille, puisse participer aux sorties, puisse aller au marché, puisse aller se promener. Enfin, tout ça c'est important. Donc on peut prendre son chien avec soi, mais inutile d'en rajouter en lui parlant, en le caressant, en le regardant constamment. On peut avoir son chien avec soi, mais voilà, on fait sa vie, le chien est là effectivement parce que c'est important, mais on n'est pas tout le temps en interaction avec lui. Et oui, et c'est vraiment l'image d'Épinal, et en plus j'en connais toujours ces dames qui ne posent jamais leur chien et qui le tiennent comme un bébé, quoi. Voilà. On en connaît tous. Hein. Exactement. Alors un chien, il est fait pour être sur ses 4 pattes, au sol, c'est pas un bébé, et voilà, et il a besoin aussi d'être au sol, de sentir, de marcher, de faire de l'exercice. Enfin, voilà. Donc un chien n'est pas fait pour être dans les bras. En tout cas, pas tout le temps. Attention à ça. Alors après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que selon l'historique du chien, selon son passé, les chiens peuvent aussi développer de l'anxiété de séparation par peur de l'abandon. Hein. Si un chien a déjà été abandonné une ou plusieurs fois, évidemment, il va être naturellement plus enclin à développer de l'anxiété de séparation avec ses nouveaux maîtres, parce que malheureusement, il a vécu cet abandon. Donc là, il faut encore redoubler, je dirais, de vigilance avec ces chiens-là qui ont eu un historique un peu douloureux. Peur de l'absence aussi pour des chiens, qui auraient pu justement vivre dans un foyer, mais à l'écart, à part, dans une pièce isolée, sans interaction, sans communication avec les maîtres. Et là, on parle plutôt donc d'absence, de peur de l'absence, et non pas de peur de l'abandon. Bon, tout ça revient un petit peu au même. Donc dans ces deux cas-là, il faut faire attention à vraiment avoir adopté les bons comportements avec son chien. Quand un chien développe ce trouble du comportement, qui est l'anxiété de séparation, ça peut se manifester de différentes façons. Alors bien souvent, les conséquences de ce trouble vont apparaître en absence, c'est-à-dire en l'absence du maître, puisque de fait le maître n'est plus là. Donc c'est là où le chien, se sent le plus mal, et c'est là où il va pouvoir détruire. Donc ça, c'est un premier signe. La banquette éventrée. Voilà, ça peut être ça. Il va pouvoir être malpropre. Aussi. Il va pouvoir aboyer de façon intempestive ou bien pleurer ou voilà. Et là, c'est souvent les voisins qui alertent les propriétaires de chiens en disant quand vous n'êtes pas là, votre chien il hurle à la mort, il aboie tout le temps, il court dans tous les sens. Et là, il évacue son stress et son mal-être. Puis on a aussi des chiens qui peuvent se mutiler parce que ils sont en telle souffrance que ils se font du mal. Ils se mangent les pattes. Ils se mangent les pattes, voilà, c'est souvent ça. Ils peuvent se lécher jusqu'au sang. Enfin, voilà. Tout ça, en fait, reflète un déséquilibre émotionnel. Et donc, voilà. Donc, quand vous avez un chien qui présente l'un ou plusieurs de ces comportements, destruction, malpropreté, etc., il faut s'interroger sur le pourquoi. Et le pourquoi, ça peut être de l'hyperattachement. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête. Alors attention aussi, c'est pas parce qu'on a un chien qui détruit, qui est malpropre ou qui aboie de façon intempestive qu'il y a de l'anxiété de séparation. Il faut c'est pas parce que c'est pas forcément ça. C'est pas parce qu'on retrouve ces troubles là que c'est de l'anxiété de séparation. Ça peut être autre chose. Mais en tout cas, quand on a un chien qui présente ce type de déséquilibre émotionnel, le mieux c'est quand même de contacter un professionnel qui va venir faire une étude de comportement et qui va pouvoir diagnostiquer en fait l'origine du trouble. Ce que tu fais donc toi. Ce que je fais moi, effectivement, tout à fait. Faut le rappeler. Ouais, tout à fait. Donc vous pouvez m'appeler, bien entendu. Donc une fois qu'on a diagnostiqué la situation, qu'on a identifié que notre chien souffre d'hyperattachement et d'anxiété de séparation, il va falloir travailler ce qu'on appelle la phase de détachement. Donc pour travailler la phase de détachement, il y a plusieurs petites astuces. Je vais vous en délivrer quelques-unes maintenant. Donc c'est par exemple repousser son chien quand il vient constamment solliciter son maître. C'est le remettre au panier, faire en sorte que le chien apprenne
à s'éloigner un petit peu de son maître. Donc ça, c'est important. Même s'il fait un peu la tête au départ. Même s'il fait la tête, même si c'est dur pour lui, parce que c'est dur pour lui, pour le coup. Mais progressivement, il va falloir lui dire, non, je suis dans la maison, mais toi, tu ne me suis pas partout. Ta place, c'est au panier, et moi, je fais ma vie à la maison. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent être mises en place. Il va falloir aussi apprendre à ignorer son chien. C'est-à-dire, par exemple, quand on rentre à la maison, bien souvent, le chien fait la fête. Un chien qui souffre d'anxiété de séparation, lorsqu'il revoit ses maîtres, c'est une telle émotion que voilà, il fait une fête d'enfer. Mais là, c'est au maître d'ignorer son chien pour ne pas renforcer cette relation avec son chien, cet attachement qu'il a avec lui. Donc, ignorer son chien, supprimer ce qu'on appelle les renforcements involontaires, c'est-à-dire, tu le disais tout à l'heure, Lionel, c'est-à-dire que quand on part, quand on laisse son chien, ne pas lui parler, ne pas lui dire ne t'inquiète pas, je reviens, tout va bien, voilà. En fait, plus on parle à son chien et plus on va renforcer l'anxiété. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un renforcement involontaire de la part du maître. Par son attitude, il va renforcer la crainte, l'anxiété de son chien. Il met 5 minutes à partir en disant à son petit chien, en bêtifiant, voilà. Voilà, donc ça c'est important de se corriger là-dessus. Ce qu'il faut faire, c'est aussi récompenser les bons comportements spontanés que le chien pourrait émettre. Alors ça peut être des mini-signaux, donc ça il faut savoir les distinguer. Mais à chaque fois que le chien se comporte correctement, c'est renforcer ce bon comportement pour faire en sorte qu'il le répète et le répète et le répète. Et puis à l'inverse, c'est sanctionner les mauvais comportements. Mais ça aussi, ça s'apprend et c'est avec un professionnel que ça peut être fait. Voilà, donc cette phase de détachement, elle est vraiment très très importante à mettre en place. Ça demande du temps, parce qu'un chien qui souffre d'anxiété de séparation a besoin d'une thérapie comportementale qui va être relativement longue en fonction du degré de l'intensité de l'anxiété. Donc évidemment, ça va pas se faire du jour au lendemain, cette phase de détachement. Quelques mois peut-être, non ? Ça peut être quelques semaines, quelques mois, plusieurs mois peut-être, pour des chiens qui ont vraiment un trouble grave du comportement. Et puis surtout, moi je reviens sur les maîtres qui ont le même problème aussi, mais ça c'est pas à toi de les guérir. Voilà, il y a d'autres professionnels qui peuvent intervenir pour régler la difficulté. Donc ça peut être long. Et puis surtout, ça nécessite de la rigueur et de la répétition. C'est-à-dire qu'il suffit pas une fois de temps en temps de repousser son chien au panier. Non, c'est systématiquement à chaque mauvais comportement. Donc c'est vraiment de la rigueur, de la répétition, de la régularité pour commencer à obtenir des résultats. Mais on revient aussi à ce que tu avais dit dans la première émission, c'est-à-dire on revient à l'état des lieux, c'est-à-dire à l'audit. Oui. Est-ce que des fois, est-ce qu'on est fait pour avoir un chien ? Parce exactement. Que quelque part, on peut revenir. Tu sais, comme dans le langage basique, oui. Go to, ligne 1. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, tout est lié dans cette histoire avec nos animaux. De l'adoption du chiot jusqu'à la fin de sa vie, tout va être lié, va avoir des conséquences sur son comportement, sur son éducation, sur son attitude. Donc effectivement, c'est pour ça que j'ai commencé mes chroniques en me disant pourquoi est-ce que je veux accueillir un chien, quelles questions je dois me poser, parce que c'est dès le départ que ça se joue, quoi. Et donc on vous engage à écouter la première chronique encore. Voilà, exactement. Vous pouvez la réécouter ou l'écouter si ce n'est déjà fait. Donc cette phase de détachement, elle va être longue. Et ensuite, une fois que la phase de détachement va être faite, là, il va falloir apprendre au chien à vivre sans son maître. D'accord ? Donc il y a la phase de détachement où on va le repousser, et après il y a l'apprentissage de l'absence du maître. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui va demander du temps, qui va se mettre en place en mettant en œuvre des exercices d'éducation, d'apprentissage de l'absence. Donc on va d'abord jouer sur la durée, sur la distance. Il y a tout un protocole qui peut être mis en place pour permettre au chien d'apprendre à vivre sans son maître, tout en étant heureux. Tout en se sentant bien dans ses pattes, bien dans sa tête. C'est vraiment une crête, un équilibre pas facile à trouver, j'imagine. C'est un équilibre pas facile à trouver, alors qu'il se fait à tâtons au départ. Il peut y avoir des phases de régression, c'est-à-dire que on va obtenir des résultats, et puis à un moment donné, le chien va régresser. C'est pas grave, c'est-à-dire que peut-être on allait trop vite dans l'apprentissage, peut-être on allait un peu trop loin, donc il va falloir reprendre les choses en amont et puis recommencer. Mais en tout
tout cas, c'est possible, ça se fait pour toutes les races, ça se fait à tous les âges. Voilà, il n'y a rien d'irrémédiable. Mais il y a le syndrome aussi, il y a la grosseur du chien qui compte, parce qu'effectivement, dans ce que je disais tout à l'heure, si le chien est petit, c'est vrai que c'est là que les gens ont tendance à le prendre, à le traiter comme un bébé. Il n'y a pas ce problème-là avec les gros chiens. Avec les gros chiens, voilà, il n'y a pas ce problème-là, parce que de par leur taille et leur poids, on peut pas. Mais effectivement, les propriétaires de petits chiens peuvent avoir tendance, à les considérer plutôt comme des bébés, comme des pluches, enfin peu importe, et à les prendre plus facilement dans les bras. Et c'est valable aussi quand les petits chiens croisent des gros chiens. Si le maître a peur un peu de la rencontre, hop, le maître prend son chien dans les bras. Et ça, c'est le meilleur moyen aussi pour développer des troubles chez le chien, parce que le chien, lui, naturellement, il a besoin d'aller au contact avec ses congénères. Il a besoin d'aller sentir les chiens, il a besoin de communiquer. Et si le maître prend le chien dans ses bras, qu'est-ce qu'il dit au chien? Il dit: oh, attention, il y a danger. Donc je te prends dans mes bras, il y a danger. Et lui, le chien, il va se dire: ok, il y a danger, donc soit je développe de la crainte, soit je développe de l'agressivité pour me défendre. Moralité, prenez des gros chiens même si c'est un peu plus cher. Donc non, moi je dirais moralité, faites confiance à votre chien. Faites confiance à votre chien. Les petits chiens savent communiquer autant que les gros. Les petits chiens savent se défendre autant que les gros. Et laissez-les communiquer sans interférer. Bien souvent, c'est l'action du maître qui va venir générer de l'agressivité, de la crainte, du trouble. Et souvent, c'est le gros chien qui a peur du petit. Voilà, de toute façon, petit ou gros, à partir du moment où ils ont été sociabilisés, ils savent communiquer. Donc, il faut les laisser faire, c'est important. C'est important. Alors, autre chose importante, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, mais à partir du moment où vous avez diagnostiqué que votre chien développe des troubles, faites appel à un professionnel, et ce professionnel-là devra aussi être vigilant sur l'application des règles de vie à la maison, parce que tout trouble du comportement est aussi généré par des règles de vie qui sont inappropriées à la maison, d'accord ? Donc, il y a un certain nombre de choses à faire et à ne pas faire à la maison pour envoyer les bons signaux à son chien. Et si ça, ce n'est pas connu des maîtres, et si ce n'est pas appliqué, eh bien, il manquera quelque chose à la thérapie comportementale. Donc ça, c'est important aussi de connaître ces règles de vie, de les mettre en œuvre, de les respecter. C'est pas toujours facile, parce que parfois, on peut avoir tendance à être un petit peu plus cool, un petit peu plus laxiste. Mais quand on a un chien qui a développé un trouble, pour son bien-être, il faut vraiment être rigoureux et mettre en place toutes les actions nécessaires pour corriger ce trouble, de façon ensuite à pouvoir avoir un chien équilibré. C'est s'éduquer soi-même, quoi, finalement. C'est s'éduquer soi-même. C'est s'éduquer soi-même. C'est avoir, puis c'est s'intéresser aussi à ce que ressent son chien, à la communication canine, à ce qu'on lui envoie comme signaux. Est-ce que moi, en tant qu'humain, mon comportement d'humain est adapté au comportement canin ? Non. Parfois, il y a des choses que nous on fait en tant qu'humain parce que c'est dans nos codes, c'est dans nos codes de communication, mais ce n'est pas à reproduire auprès du chien. Voilà. On ne se comporte pas avec un chien comme on se comporte avec un humain. C'est pas la même espèce, c'est pas le même code, c'est pas les mêmes communications. Et effectivement, on se projette beaucoup en tant qu'humain, c'est le fameux anthropomorphisme, voilà. Où on prête des émotions à un chien parce qu'il a eu tel regard, etc. Voilà. C'est vrai on projette. Oui, c'est ça, on projette. Et puis après, c'est aussi normal, parce que à aucun moment on apprend à parler chien. Mais heureusement qu'il y a des personnes comme toi qui peuvent faire le distinguo. Voilà, exactement. Parce que quand on a un chien, il faut apprendre à parler chien, tout simplement. Et si on veut, en tout cas, avoir une bonne relation avec son chien, une relation de confiance, un chien équilibré qu'on pourra emmener partout, qui ne sera pas craintif, qui ne sera pas agressif, et qui sera aussi enclin à être éduqué, à obéir à son maître. Et voilà, tout est lié, encore une fois. Voilà pour ce que je voulais aborder aujourd'hui. J'espère que ça a été clair. Ah, tout à fait. Lumineux. Super. Donc voilà, retenez bien toutes les petites informations que je vous ai données. Et puis, surtout, soyez vigilants et ne considérez pas que
c'est une fatalité, que la destruction est une fatalité, que la malpropreté est une fatalité, que les aboiements sont une fatalité. Non, si votre chien a ce comportement-là, c'est qu'il y a des raisons et qu'il faut mettre en place la thérapie adaptée. Bravo ma chère Carole, et pour en savoir plus, bien sûr on va sur ta page Facebook principalement. Page Facebook Siodog tout court pour la page Facebook, site internet siodog.fr, Instagram Siodog, et puis la page internet Radio Flamme de Siodog Chronicle. Et n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin, ou à poser vos questions aussi, je serais ravie d'y répondre en direct sur l'émission. Il faudrait qu'on se fasse une session rien que pour les questions, ça serait pas mal. Ouais, tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci ma chère Carole. Radio Flamme, c'est sur 90.6 FM et sur radioflamme.fr.